On va prendre tout de suite en distanciel cette fois notre troisième intervenante qui s'appelle Louise Attani-Torasso. Est-ce qu'on est en ligne avec elle? Est-ce qu'on va la voir? On va la voir à l'écran normalement. Louise Attani-Torasso, elle est psychologue clinicienne, docteur en psychologie de l'Université de Poitiers et originaire du Togo. Bonjour et bienvenue. Alors là, on nous voit nous. Ce serait peut-être mieux qu'on la voit elle. Louise, bonjour et bienvenue. Vous avez donc travaillé en profondeur sur la transmission des normes matrimoniales en contexte migratoire. Ah, vous voilà. Bonjour, est-ce que vous nous voyez bien? Oui, je vous vois. Parfait. Donc, je disais que vous avez travaillé sur la transmission des normes matrimoniales en contexte migratoire et que vous avez tissé une étude qui met en lumière les rouages de la transmission de ces normes aux filles issues de l'immigration africaine et vivantes en France. Alors, cette étude, elle met particulièrement l'accent sur la transmission de la notion de mariage forcé, notamment à la période de l'adolescence et dans le contexte migratoire que l'on décrit depuis le début de cette matinée. Je vais vous laisser nous en dire davantage sur cette étude. Je vous laisse une quinzaine de minutes et on se retrouve après. Ok, vous me direz quand je dois arrêter. Donc, le mieux, c'est que vous arrêtiez au bout d'un quart d'heure. Voilà, je n'ai pas envie de vous couper. Je vous propose... Pardon. Oui, donc je vous propose de vous rendre compte de cette étude par la méthode pas à pas, c'est-à-dire dans mon propos introductif, vous parlez du contexte de l'étude, et puis dans un deuxième temps, donc des considérations théoriques, c'est-à-dire la question, le problème et l'hypothèse de départ. Ensuite, vous parlez un tout petit peu de la méthode et des résultats de cette investigation. Donc, j'ai mené sur la transmission des normes matrimoniales en contexte migratoire et plus spécifiquement sur la transmission du mariage forcé aux adolescentes vivant donc en France et issues de l'immigration, cette étude. Je peux dire que l'expérience précède toujours l'étude d'un fait humain car elle est le lieu d'une longue fréquentation, souvent passive, du thème d'étude. Il passe alors progressivement de thèmes inconnus aux familiers dans notre psychisme. Il peut alors devenir un objet d'étude lors de notre passage de cette position passive à la position active si les conditions sont réunies. Pour ce qui me concerne, j'ai dû passivement côtoyer le mariage forcé et précoce, d'abord en Afrique lors de ma scolarisation en cours primaire. Des filles étaient alors déscolarisées sans que je comprenne clairement pourquoi. J'ai dû sûrement être affectée par ce phénomène silencieux et étrange à ma conscience d'enfant. Ensuite, pendant 20 ans en France, mon investissement professionnel associatif me fit le percevoir de façon floue et entrevoir les effets de ces phénomènes. Enfin, c'est lors de ma recherche sur les violences intrafamiliales, donc ligne directrice de mes recherches, que je découvre avec clarté ce phénomène qui perd son voilage. Ainsi, c'est dans un contrat de projet de recherche au sein d'une association locale que le mariage forcé s'est dévoilé dans ma rencontre avec 10 filles adolescentes de 16 à 18 ans souffrant d'injonctions de mariage forcé. Cette rencontre a permis de constituer le phénomène du mariage forcé en fait humain à étudier et l'écoute de ces adolescentes m'a permis de nommer ce phénomène transmission des normes matrimoniales en contexte migratoire et de me poser cette question, serait-ce là un effort pour aliéner les adolescentes? Pour penser ce fait que je découvre, j'ai dû me trouver une filiation. C'est ainsi que je me suis affiliée à plusieurs auteurs, notamment j'ai pensé à Freud, pour qui, dans la morale sexuelle civilisée et la névrose de notre temps, la transmission passe par deux voies, la voie biologique et la voie sociale. Je me suis aussi affiliée à Caes dans le problème psychanalytique du générationnel, objectif, objet, processus et dispositif, où l'auteur disait en l'espèce
le concept de transmission est pertinent lorsqu'il s'agit de rendre compte de la réalité psychique qui se transporte, se déplace ou se transfère d'un sujet à un autre, entre eux ou à travers eux, ou dans les liens d'un ensemble que la matière psychique se transforme ou demeure identique dans ce passage. Je me suis aussi affiliée à Heger dans la transmission psychique et transgénérationnelle, pour qui la manière dont une chose psychique, la transmission est définie comme la manière dont une chose psychique, connaissance, affect, fantasme, état d'esprit, valeur, passe d'une personne à une autre, notamment d'un parent à un enfant, par voie consciente et inconsciente. Il conçoit aussi le transgénérationnel comme un processus par lequel des méfaits des ancêtres, gardés secrets par honte, hantent les descendants comme des fantômes. Alors, j'ai aussi pu apporter ma touche personnelle en associant la transmission des normes matrimoniales aux adolescentes à 3 éléments. Le premier, une opération langagère. En l'espèce, l'injonction des tantes paternelles achemine les traces mnésiques des coutumes matrimoniales et les décharge brutalement sur le corps et psychisme des adolescentes rencontrées dans le processus de socialisation, sans tenir compte des fonctions impliquées dans l'ensemble du réseau précoce de l'enfant que on reconnaît traditionnellement en Afrique, c'est-à-dire la fonction des parents qui consiste à élever l'enfant et soutenir son processus vital au quotidien. La fonction des grands-parents qui consiste à rendre visible la vulnérabilité humaine, à servir de médiateur et de modérateur des comportements des parents et des enfants. La fonction des tantes et oncles qui consiste à représenter socialement les enfants, à défendre leurs intérêts et droits, à associer socialisation et humanisation dans l'accompagnement des jeunes générations. Une autre touche que j'ai apportée consiste dans la notion de courroie de transmission qu'est le lien intersubjectif, intergénérationnel, interculturel, lien par lequel les normes matrimoniales sont léguées et reçues. J'ai associé aussi un troisième élément qui est celui du contenu réel, symbolique et imaginaire de la transmission de ces normes. Donc, tantôt intégrité ou traumatisante, tantôt symbolisante ou répétitive, tantôt fantasmatique et destructrice ou imaginative et créatrice. Alors, en ce qui concerne les considérations théoriques, je suis partie de cette question. En contexte migratoire, la transmission des normes matrimoniales ne serait-elle pas un effort pour aliéner les adolescentes? Le problème est le suivant. 10 lycéennes âgées de 16 à 18 ans reçoivent de la part de leur tante paternelle l'injonction d'arrêter leurs études en France et de retourner dans leur pays d'origine pour épouser des hommes choisis par les familles sans concertation ni consentement. Elles sont ébranlées dans leur santé, leurs études et leur processus de maturation psychosociale. Le problème qu'elles rencontrent était celui-ci. Vivant dans un contexte interculturel noué de façon contemporaine aux droits humains et de l'enfant, à la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes, elles espéraient élaborer leur roman familial avec sérénité, contracter un mariage libre et consenti, naître socialement libre et responsable. Le conflit psychique et relationnel induit par l'injonction de mariage forcé menace de briser leur espérance, d'aliéner leur lien social, intersubjectif, intergénérationnel, interculturel, voire intersexué. Leur problème, dans ma recherche, s'est avéré être un problème assez ordinaire au niveau interculturel de santé publique, puisque l'Organisation mondiale
dit que 20% d'adolescentes sont concernées en Europe. En 2012, cette organisation de la santé assimile donc le mariage forcé à un esclavage. En 2017, le rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance affirme que 12 millions d'adolescentes de moins de 18 ans sont mariées chaque année. En 2019, la sénatrice Annick Billon déclare dans son rapport qu'une fille de moins de 15 ans est mariée toutes les 7 secondes. Et dans mon étude, les filles rencontrées voient dans le mariage forcé une stratégie visant à les soumettre dans le lien conjugal, familial et social. Elles luttent pour s'en protéger et protéger leurs futurs enfants d'une transmission traumatique des normes matrimoniales coutumières. Mon hypothèse de travail a été que le mariage forcé est une violence de l'interprétation de la condition féminine à ces adolescentes. En effet, les tantes perçoivent et reconnaissent dans le discours miroir de la société brutalités et violences sur les femmes, risque social de la soumission des adolescentes à ces violences. Cette perception est mi-consciente et mi-dite d'ailleurs dans un proverbe énigmatique africain selon lequel, je cite, « les femmes sont nées pour souffrir ». Les tantes semblent traduire cette énigme comme une fatalité au lieu de la relire à la lumière des acquis et exigences contemporaines des droits humains et des droits de l'enfant, ainsi que de la protection de l'enfance. Elles fantasment et interprètent le pouvoir marital et social comme une sévérité extrême, insurmontable et fatale. Cela induit alors une confusion mentale entre principe de précaution de type « fille, prenez garde, les hommes ont tendance à faire souffrir les femmes » et à les forcer. Maintenant, ce principe, il transparaît alors comme une malédiction de type « vous êtes des filles, donc vous êtes nées pour souffrir dans le lien social, conjugal et familial ». Les adolescentes se sentent donc trahies dans le passage d'enfant à adulte. Pour mener mon étude, quelle a été donc la méthode? Alors, pour collecter mes données, j'ai rencontré les 10 jeunes filles au sein d'une association locale avec laquelle j'ai signé un contrat de projet de recherche sur les violences intrafamiliales et plus spécifiquement sur le mariage forcé. 4 ont été conduites par leurs enseignants, 4 par d'autres associations et 2 sont venues par elles-mêmes. J'ai mené avec elles 4 entretiens d'1 heure chacun à intervalles d'1 semaine. Les 2 premiers entretiens étaient libres et étaient destinés à restituer à ces filles le droit à la parole, à créer une relation de confiance, à faciliter l'expression et la clarification de leurs problèmes, à identifier leurs demandes spécifiques. Le 3e entretien a été semi-directif et a visé à évaluer leur degré de vulnérabilité. Le 4e entretien a rassemblé les données sur les effets de l'injonction du mariage forcé sur le corps, le psychisme et les liens de ces filles. Et il a été médiatisé par le génogramme. Comment ai-je analysé donc les données collectées? J'ai utilisé une méthode qualitative d'analyse clinique qui consiste notamment à nommer avec rigueur scientifique les réalités découvertes, à en extraire le sens et non les pourcentages, à comprendre et interpréter rigoureusement une expérience humaine plutôt qu'à mesurer quantitativement des variables. Plus précisément, j'ai évalué 3 éléments clés de la maturation psychique: l'opération langagère, le lien social et l'élaboration du traumatisme subi. Alors maintenant, je vous expose dans le 4e point les résultats de mon étude.
D'abord, quels ont été les résultats théoriques? J'ai constaté une aliénation du rituel conversationnel et un sentiment d'indignité. Qu'est-ce que ça veut dire? Les tantes utilisent un langage dissociatif, c'est-à-dire qu'il y a déni du langage constatatif, facilitateur du dialogue intergénérationnel, intersubjectif et social, au profit du seul langage injonctif, car elle donne un ordre unilatéral, sans appel, qui manifeste une sorte d'irresponsabilité générationnelle des tantes et une transmission par satisfaction directe des charges des normes coutumières. Les filles disent, nos tantes nous parlent comme à des esclaves sans droit. Il y a donc clivage des rôles entre un rien que seraient ces adolescentes et un tout-puissant que serait le discours de ces tantes. Je constate aussi une confusion de langue entre les adultes et les adolescentes, entre coutume et tradition. La coutume se révèle être une forme de séduction qui est tout le contraire de l'initiation à la vie d'adulte qui amène les adolescentes à devenir des adultes libres et responsables. Les jeunes attendent de l'initiation à la vie d'adulte et les tantes transmettent la soumission. Je constate troisièmement une perversion de l'autorité en pouvoir despotique des tantes et de la famille. La structure langagère de l'autorité, qu'on retrouve, je ne peux pas développer ici, dans un ouvrage de Bidima qui s'appelle La Palabre, sa visée est la santé durable des corps sociaux et physiques, des liens et de l'esprit. Alors que la structure du pouvoir que mettent en exergue les tantes est une structure langagère fondée sur l'injonction. Sa visée n'est pas l'initiation, mais la domination et la soumission. Il peut induire donc une lecture tragique de la condition féminine et générer un surmoi destructeur, c'est-à-dire une forme d'autorité qui n'admet ni concertation, ni critique, ni changement. Sur cette partie, je constate que la pertinence de l'avertissement de Freud, je constate plutôt la pertinence de l'avertissement de Freud en 1917 qui dit « Le langage ne doit pas être utilisé sans précaution ». Je constate aussi la pertinence de la parole, de la vision, de la représentation de la parole chez les Dogons du Mali qu'on peut lire dans Dieu d'eau de Marcel Griol. Ce peuple parle d'une interaction langagère comme d'une scène de naissance ou d'aliénation psychique des êtres humains, car le langage est bisexué, mâle avec eux, dur et sec, et femelle, humide et tendre. Les deux pôles doivent aller ensemble dans une structuration associative du langage, sinon la structure devient dissociative et aliénante tel qu'on le perçoit dans l'injonction du mariage forcé par les tantes. Deuxième point de résultat théorique, aliénation du lien intersubjectif, intergénérationnel et interculturel. Le lien comme courroie de transmission des normes matrimoniales, c'est la transmission comme transfert, ce qui veut dire un processus d'activation, de traduction, de transport et de legs des traces mnésiques individuelles et collectives des normes matrimoniales au niveau de génération que sont les adolescentes. D'abord, le mariage forcé sur ce plan aliène le lien intersubjectif tante-nièce. En effet, le transfert par injonction de mariage forcé active, traduit négativement et transporte tout en déchargeant de façon intrusive
et violentes, les traces mnésiques de leurs propres traumas conjugaux cumulés, restés non symbolisés et non résiliés. Ces traumas sont alors agis. Ce type de transfert se fait par contamination intergénérationnelle. Et elle menace les filles d'une déroute subjective de leur processus de maturation. Ensuite, la transmission du mariage forcé aliène le lien intergénérationnel femme-adulte, fille-adolescente. En effet, un transfert intergénérationnel bienveillant et protecteur induit confiance mutuelle, responsabilité collective et sentiment de dignité partagée entre adultes et adolescentes. Il permet de se représenter, figurer, réactualiser, transformer sur la scène synchronique du groupe, ce qui est pour chacun demeuré en souffrance sous le signe de l'énigmatique et de l'impensé dans les liens diachroniques de la transmission. Or, le mariage forcé s'associe à un transfert violent qui empêche de relire ensemble les normes matrimoniales anciennes à la lumière de la réalité culturelle contemporaine, notamment Déclaration universelle des droits de l'homme, Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits de l'enfant. Il entrave l'initiation en tant qu'elle est constituée par la formation de l'individu en vue de sa participation complète et non pas partielle à la vie de la communauté sous ses aspects religieux, politiques, professionnels, familiales. L'initiation, c'est en fait l'instruction civique. Elle est fondée sur la constatation de l'extrême précarité de l'individu humain et sur le souci, pour y parer, de s'enraciner dans le temps, c'est-à-dire dans la chaîne de génération et dans l'espace, c'est-à-dire dans le monde naturel et social qui l'entoure et dont il tire ses ressources. J'ai cité un auteur, Bruyas, qui a écrit Les sociétés traditionnelles de l'Afrique noire. Donc, le transfert du mariage forcé est anachronique et fantasmatique. Il fait du principe de réalité, il fait fi du principe de réalité, véhicule des fantasmes violents, induit une identification projective pathogène. En effet, dans ce qu'on appelle l'identification projective, consiste dans le fait que dans la relation précoce mère-fille, l'enfant peut extérioriser des frustrations, des fantasmes non appropriables et les projeter sur la mère. Celle-ci peut les accueillir sans hostilité, les transformer en prototypes adoucis, pensables et appropriables sans danger, ni pour elle, ni pour son enfant. Dans la transmission du mariage forcé, ce processus s'inverse. Ce sont les femmes adultes qui projettent avec forte hostilité leurs frustrations et fantasmes sur le corps et le psychisme des jeunes adolescentes vulnérabilisées par le processus de la crise d'adolescence. Troisième résultat théorique, il y a aliénation du lien interculturel. L'interculturalité est à entendre dans mon étude au sens de Georges Devereux, c'est-à-dire comme culture, rencontre entre culture avec grand C, c'est-à-dire universelle, et culture avec petit c, c'est-à-dire la mise en réalité par les sociétés des dimensions, des facettes de cette culture avec grand C. En contexte interculturel, la transmission des normes matrimoniales pouvait faciliter la prise de conscience de cette ambivalence culturelle, faciliter son élaboration critique et favoriser une acculturation humanisante. Or, le conflit interculturel induit par la transmission du mariage forcé n'induit pas de compromis satisfaisant. Les adolescentes disent d'ailleurs: nous ne pouvons plus nous taire. Nos familles doivent comprendre que les temps doivent changer.
Nous, on essaie de faire notre part, mais ça ne suffit pas. Tout le monde doit s'y mettre, sinon on finit par baisser les bras et subir. Et nos enfants, que diront-ils? En conclusion de cette partie, je vois que mon étude confirme les constats de l'Organisation mondiale de la santé, selon lesquels le mariage forcé pose un problème de santé publique. En effet, l'énigme « les femmes sont nées pour souffrir » condense une pathologie du lien. Depuis des générations, l'existence sexuée et intergénérationnelle serait marquée d'un code binaire rien et tout. Ce code touche la gestion du pouvoir au sein des familles. Celui-ci est entendu, le pouvoir je veux dire, non pas comme capacité décisionnaire et exécutive à partager ensemble entre générations pour le bien de tous, mais comme une force dominatrice à conquérir et exercer exclusivement sur les plus vulnérables. De cette façon, l'autorité éducative, quant à elle, est évincée et rendue muette ou confondue au pouvoir domination. Les adolescentes disent à ce sujet, quand on est enfant, on ne sait rien de tout ça. C'est la loi du silence. On nous cache toutes les méchancetés qui nous attendent et nous, on rêve bêtement de devenir des femmes heureuses. Le codage binaire tend à inscrire les jeunes filles dans le lien conjugal hétérosexuel comme un rien, un cela, une chose dont on peut user et abuser et non comme une altérité, un tu digne avec qui on peut dialoguer et construire ensemble. Les adolescentes ont saisi qu'elles doivent s'émanciper de ce code binaire qui tend à les laisser sans voix, sans droit et sans dignité. Elles disent, derrière le mariage forcé, c'est la soumission qui se cache. Ton mari te viole la nuit de noces. Par la suite, tu n'as pas le droit de lui refuser ton sexe quand il en a envie. Sinon, ce sont des coups qui pleuvent sur toi. Aussi, c'est le droit à la parole qu'on nous enlève. Tu dois subir en silence. Tout ça pour que ta famille soit bien vue en société. Ta famille te dit de supporter. C'est horrible. Ta vie à toi ne compte pas. On doit balayer ce qui est sale dans les cultures africaines. Je suis venue en France pour avoir un regard critique sur nos coutumes. On doit aussi balayer ce qui est sale ici et trouver un terrain d'entente. Je veux hériter de ce qui est bon dans les différentes cultures. En refusant de me marier de force, je ne méprise pas ma mère ni ma tante. Elles ont été victimes de ça. Mais aujourd'hui, elles doivent lutter avec nous pour que ça cesse. En termes de résultats pratiques, l'étude a révélé 3 profils d'émancipation qui ont en commun de tisser continuité et rupture pour donner à la transmission Louise, je vous laisse une petite minute. Oui, il n'y a pas de... Je conclus. Les questions permettront d'affiner. Exactement. Donc, il y a le passage par un épisode dépressif, le passage par une transgression positive, c'est-à-dire une transgression qui vise à émanciper et non pas à aliéner, et un passage par la médiation communautaire pour 5 filles, car sur le proverbe « le linge sale se lave en famille ». Donc, je m'arrête ici pour que des questions me permettent de préciser. Merci beaucoup. On va s'installer et puis vous restez avec nous s'il y a des questions qui vous concernent. OK? Merci, on vous applaudit. Merci.